Dans ce numéro de décryptage, nous recevons un ancien journaliste devenu homme politique. Il vient de publier aux éditions de l'Harmattan Le mal togolais, quelle solution? Un livre politique, un point de vue, un regard percutant sur les racines de la crise politique togolaise et des solutions pour sortir du piège historique. C'est un peu plus de 200 pages consacrées au diagnostic du malaise qui rongerait selon lui le pays. Quelques semaines après la sortie de l'ouvrage à Paris, Fulbert Atisso, puisque c'est lui qui sera notre invité, assure la promotion de l'ouvrage au Togo. Avec lui, nous allons tâcher de soulever le capot et tenter de démonter la mécanique de ce livre qui est voué à interpeller le monde politique togolais et à alimenter le débat intellectuel dans le pays. Mais avant de vous retrouver pour en débattre, cher Fulbert Atisso, je vous propose de suivre ce portrait en chiffres et en lettres qui vous est consacré. « 1963, c'est l'année au cours de laquelle vous naissez à Lomé, au Togo. Brillant élève, vous réussissez à l'école et finissez par obtenir un diplôme en droit public. Après vos études de droit, vous choisissez la plume à la place de la robe d'avocat. Journaliste étiqueté dans la presse d'opposition, vous mettrez votre intelligence au service de vos convictions politiques. Depuis plus de 25 ans, vous êtes engagé à travers vos écrits et vos actions dans la lutte pour l'alternance et la démocratie au Togo. En 2010, vous êtes le fer de lance du MCA, Mouvement citoyen pour l'alternance, qui a soutenu le candidat du FRAC, Front républicain pour l'alternance et le changement, un certain Jean-Pierre Fabre. Vos engagements vous ont souvent coûté des séjours en prison en 1995 sous Eyadema Gnassingbé et en 2010 sous Faure Gnassingbé. Des actes homo, vous combattez le régime sur tous les fronts. En 2012, vous publiez Le Togo sous la dynastie des Gnassingbé où vous fustigez la succession controversée au sommet de l'État togolais et l'inertie sur le plan des réformes politiques. Depuis, beaucoup d'eau a coulé sous le pont. Vous avez décidé de cesser d'être le porte-flingue des autres leaders de l'opposition pour vous lancer dans l'arène. Vous rêvez de réaliser l'alternance générationnelle et des pratiques dans la classe politique togolaise et pour ce faire, vous appelez aux états généraux de l'opposition. Le 108e parti politique togolais, c'est le vôtre. Baptisé le Togo autrement, il a été créé en octobre 2015. Trêve de plaisanterie politique, vous voulez proposer une vraie alternative face au régime RPT UNIR. Le 6 janvier dernier, vous publiez à Paris votre nouveau livre « Le mal togolais, quelle solution ?» où vous expliquez que le Togo est pris en otage par deux courants politiques, les progressistes et les nationalistes, qui s'affrontent depuis l'époque coloniale. Alors, Fulbert Atisso, quels sont vos diagnostics et traitements pour le Togo ? Merci, cher Fulbert Atisso, d'avoir accepté notre invitation et de participer à cette émission décryptage. D'abord, je voudrais avoir votre réaction sur ce portrait. Est-ce que le trait est juste? D'abord, je voudrais vous remercier pour cette invitation qui me permet de discuter avec vous et surtout de parler de mon dernier livre que j'ai sorti. Alors, j'ai suivi le reportage qui est fait sur moi, sur mon parcours politique en tout cas. Je pense qu'il est très juste et je n'ai rien à dire à propos. Donc, alors, c'est un beau travail que vous avez fait. Merci. Alors, on remercierait la journaliste qui a prêté la voix. Alors, cher Fulbert Atisso, vous qui venez de réaliser une radioscopie, une coloscopie même diraient certains, du pays, est-ce que le Togo va si mal que ça? Je pense que le Togo va mal et c'est ça que je ai dit dans cet ouvrage que je viens de sortir et qui est l'objet de notre entretien. Vous savez, cet ouvrage est le troisième d'une série de livres que j'ai sortis. Il fait la boucle et d'abord la problématique de l'alternance politique au Togo et puis ensuite le Togo sous la dynastie des Gnassingbé et puis celui-ci, le mal togolais, quelle solution? Alors je pense que le Togo va mal et je ne dis pas que il y a un malaise au Togo parce que quand vous dites qu'il y a un malaise ou que le Togo est en crise, c'est plutôt passager. Là, je suis dans la stigmatisation d'un problème de fond. Et ce problème de fond,
que j'estime être le mal togolais, mine le pays depuis plus de 50 ans. Et c'est ce mal-là que j'ai essayé de monter en épingle dans cet ouvrage, et j'ai essayé également de réfléchir sur une proposition de solution. Alors nous irons en profondeur pour comprendre la mécanique de votre livre. Est-ce qu'aujourd'hui, comment est-ce que vous définissez ce travail? C'est un essai politique, un brûlot ou un pamphlet? Parce que vous allez un peu à la dure avec certaines idées reçues. Non, d'abord il faut dire que c'est un essai politique. C'est le point de vue d'un auteur qui réfléchit sur la situation politique de son pays pendant des années, qui a produit des écrits et qui boucle avec cet ouvrage qui stigmatise un problème. Donc c'est un essai mêlé d'un point de vue et de l'auteur qui parfois critique la vie politique, les chapelles politiques, les acteurs politiques. Donc parfois, j'ai eu la dent dure contre certains acteurs et des façons de faire. Chaque écrivain a un souci quand il écrit, c'est le souci de la réception de son ouvrage. Le vôtre a été reçu avec tiédeur par Brigitte Kafouya-Diamagbo, qui vous a accusé un peu d'amalgamer, de ne pas faire suffisamment recours à la nuance dans vos thèses. J'ai écouté Brigitte Kafouya-Diamagbo, qui est également responsable de partis politiques comme moi. CDPA. La CDPA, qui est membre d'un collectif qui s'appelle CAP 2015. Sauf que je n'ai pas été d'accord avec les critiques qu'elle a prononcées, qu'elle a faites à l'endroit de mon livre. D'abord, j'ai déploré le fait que je l'ai invitée à ma conférence dédicace. Elle n'est pas venue, ce n'est pas là le problème. Mais elle n'a pas eu le temps de lire le livre avant de formuler ses critiques. Pour moi, les critiques passent à côté de la plaque parce que je suis beaucoup plus dans un diagnostic profond en disant que le mal togolais résulte d'un face-à-face non rompu depuis plus de 50 ans entre deux courants politiques. Je ne parle pas des hommes, je parle de courants politiques, c'est-à-dire que pour moi, depuis la période de la lutte pour l'indépendance du Togo à ce jour, il y a deux courants qui s'affrontent. D'un côté, le courant nationaliste et ses héritiers, et de l'autre, le courant des progrès et ses héritiers. Donc c'est cet affrontement qui a cours au sein de la vie politique jusqu'à présent et qui ne laisse place à l'émergence d'aucune autre idée ou aucune autre idéologie politique. Donc voilà, je stigmatise donc ces deux courants qui créent, à mon avis, toute la crispation que la vie politique connaît depuis 50 ans. Alors, en écrivant de telles thèses assez sulfureuses, qui sont inédites, on vous l'accorde cela, l'originalité de l'analyse, est-ce que vous n'avez pas peur de vous fâcher avec vos amis de l'opposition? Pendant longtemps, vous avez été des mêmes combats qu'eux. Oui, c'est vrai que beaucoup sont fâchés avec moi, mais ce n'est pas ça la question, parce que je n'ai pas peur des fâcheries, surtout que moi-même, vous l'avez dit tantôt dans votre belle introduction, que je suis devenu depuis quelque temps un acteur politique, donc responsable du parti politique Le Togo Autrement. Et déjà, je suis perçu par les autres chapelles de l'opposition comme étant un concurrent. Et alors, quand je fais des thèses qui parfois n'arrangent pas, n'avantagent pas certaines chapelles politiques, il est évident que l'on ne soit pas d'accord avec moi. Mais la question qu'on ne soit pas d'accord avec moi n'est pas essentielle. Est-ce que le diagnostic est vrai que depuis la période de la lutte pour l'indépendance du Togo jusqu'en 2016, il y a un face-à-face non rompu entre deux idées politiques, deux courants politiques? Je crois que le diagnostic est vrai et quiconque contesterait ce diagnostic, pour moi, ne serait pas dans la vérité. Alors, ce qui vous vaut l'inimitié de vos amis d'hier, c'est votre changement de statut. Alors, est-ce que vous envisagez le fait que aujourd'hui que vous êtes incarté, que vous avez votre propre chapelle, comme vous fustigez vos amis, votre parole porte autant que dans vos précédents ouvrages où vous avez apporté un diagnostic, un regard assez enrichissant pour l'opposition togolaise? Je pense que l'opposition togolaise a une tare essentielle. C'est que chaque fois que vous n'êtes pas d'accord avec le parti majoritaire de l'opposition, chaque fois que vos idées ne recoupent pas celles du parti majoritaire de l'opposition,
vous faites l'objet de critiques, vous êtes fustigé. Donc ce n'est pas mon changement de statut qui pose problème, c'est que dans le nouvel ouvrage que je viens de publier, les thèses que j'ai développées, à savoir que la vie politique est incrustée entre deux courants politiques. D'abord le courant nationaliste qui a commencé avec le CUT, qui s'est poursuivi avec l'UFC et qui aujourd'hui accourt avec l'ANC. Et du côté des progrès, ça a commencé avec le PTP, et un peu l'UCPN, et puis le RPT par la suite, et aujourd'hui le Parti Unir. Donc c'est cette thèse-là que les gens refutent, parce que la thèse, en l'occurrence, ne les arrange pas pour la continuation de leurs ambitions politiques. Moi, ce n'est pas ça qui est important, mais c'est, disons, la perception qu'on a de la thèse. Est-ce que la thèse elle-même n'est pas justifiée? Auquel cas, il faut faire la thèse contraire, et c'est ce que j'attends. Nous en viendrons, hein. On va évoquer en long et en large cette thèse. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous posez la question du timing? Pourquoi avoir attendu 2016 pour sortir cet ouvrage? Et vous l'aviez dit tout à l'heure, ça s'inscrit dans une boucle. Est-ce que la boucle est définitivement bouclée? Disons que je disais tantôt que j'ai écrit 3 livres, j'ai consacré 3 livres au Togo. J'ai consacré 3 livres sur les thèmes essentiels. D'abord l'alternance politique, où j'ai essayé de ressortir la problématique. Et puis ensuite, la succession dynastique de père en fils. J'ai essayé de mettre au grand jour le style de gouvernance de Faure Gnassingbé, que j'estime ne pas être différent du style de son père. Et j'ai eu à dire dans le précédent ouvrage que Faure Gnassingbé marche dans les pas de son père, alors qu'à l'entame de son règne, il avait dit qu'il était différent. On n'a pas vu cette différence. Je pense qu'il a promis le progrès dans la continuité. Oui. Le changement dans la continuité, pardon. Non, il n'a pas dit qu'il allait assurer le changement. Il assume l'héritage, mais il promettait un certain changement. Oui, c'est vrai qu'il a promis le changement en disant que lui, c'est lui parlant de son père et moi, c'est moi. Alors, je pense qu'il a voulu faire une césure entre la conception du pouvoir qu'avait son père et sa conception du pouvoir. Mais aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est que la conception du pouvoir est la même, c'est-à-dire que toute l'idéologie du Parti Unir est concentrée, est basée, a pour sous-bassement la conservation du pouvoir. Donc de père en fils, ce que nous observons, c'est l'idée que le pouvoir ne doit pas quitter le RPT avant et Unir aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on peut dire que ce livre est une esquisse de programme? Non, pas du tout. Vous avez jeté quelques idées? Non, pas du tout. Quand vous lisez le livre, vous constatez que d'abord, il fait le diagnostic du problème, de ce que j'appelle le mal togolais, et ensuite, il préconise des solutions en disant que la solution, c'est le fait de sortir de ce tête-à-tête, mais aussi c'est le fait qu'il faut essayer d'inverser la tendance, de renverser ou d'inverser les rapports de force pour arriver à l'alternance. Alors j'ai dit que dans l'inversion des rapports de force, une chose est essentielle, l'opposition doit devenir une véritable force politique. Et pour cela, il est important que cette opposition aille vers une refondation. Dans une société qui est saisie par la paresse de penser, ça c'est un concept de Raymond Aron, et vous avez le courage de prendre votre plume et de questionner tout ce qui ne va pas. Dans l'ère du temps actuel est plus au tous pourris. On voit la démobilisation des électeurs de l'opposition, que ce soit dans tous les camps. Les politiques n'ont pas bonne presse. Vous prenez sur vous de vous engager en politique. Je pose à présent la question de votre engagement politique. Est-ce que pour vous, ça repose sur un courage ou c'est du masochisme politique? Non, pas du tout. D'abord, j'ai apprécié le terme que vous avez utilisé dans votre question en disant c'est tous pourri aujourd'hui. Vous l'avez bien dit également, vous l'avez souligné que aujourd'hui, les partis politiques n'ont plus bonne presse. C'est vrai. Ils sont tous accusés de prendre des mallettes, de billets. Tout à fait. Tous les partis de l'opposition aujourd'hui sont accusés d'être à l'affût de la réalisation personnelle, à l'affût de l'argent, à l'affût des moyens. Du côté du parti au pouvoir, on estime que pendant près de 50 ans,
le parti au pouvoir n'a pas réussi à réaliser ne serait-ce qu'une prospérité relative pour les populations. Donc, les partis aujourd'hui n'ont plus bonne presse. Alors, pourquoi nous sommes venus dans cet environnement faisandé, vermoulu, peut-être un peu par la corruption? Alors, après 2 séjours en prison, qu'est-ce que vous allez chercher, Fulbert Artissot, dans cette galère? Dans cette galère. Alors, ce que je suis venu chercher dans cette galère, je suis venu en tant que nouvelle génération. Parce que vous savez que quand le peuple s'est soulevé dans ce pays en 1990 pour réclamer l'avènement d'une nouvelle société, il y a 25 ans, 25 ou 26 ans. Alors, historiquement, 25 ans correspondent à une génération. Alors, il faut, à notre avis, aller vers un renouvellement de la classe politique. Alors, notre parti, le Togo et autrement, s'inscrit dans cette perspective, la perspective du renouvellement. Mais pour nous, le renouvellement n'est pas que sur les hommes, n'est pas que sur les ressources humaines. Il doit y avoir aussi un renouvellement idéal, intellectuel, un renouvellement de projets politiques au sein de l'opposition, et puis un renouvellement qui propose un autre idéal pour la société. Et donc, nous nous inscrivons dans ce renouvellement à la fois idéal, gestuel et comportemental. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons eu le toupet de donner le nom de Le Togo autrement à notre formation politique. Vous qui êtes l'apôtre du turnover, vous venez de le dire, du changement générationnel, pourquoi avoir fait le choix de la plateforme partisane? Moi, je vous attendais plus sur d'autres types de plateformes. Je ne sais pas. On voit en Espagne le mouvement Podemos qui a émergé sur une contestation, les indignés de l'époque. On le voit dans d'autres pays où des jeunes émergent avec une nouvelle façon de faire la politique. Pourquoi pas choisi de retourner vers ces appareils classiques-là que sont les partis? On sait qu'au Togo, les partis souffrent d'une carence de démocratie à l'intérieur. On témoigne des crises intérieures répétées. Et aussi, ce sont des partis qui sont monocéphales, où parfois, le parti n'est identifiable qu'à la tête de son leader. Derrière, il n'y a personne, c'est le désert. Pourquoi? Est-ce qu'on n'a pas peur de retomber dans ce type de schéma? Non, je n'ai pas peur de me retrouver dans ce type de schéma, parce que ce que je fais aujourd'hui, ou ce que je suis devenu, est l'expression d'une volonté. Depuis que j'ai fini mes études de droit et que la vie politique a connu le bouillonnement du 5 octobre, je me suis préparé pour jouer un rôle. Ça a été le fait d'une préparation. Je me suis préparé intellectuellement à tous les niveaux. Vous l'avez montré tout à l'heure dans dans la biographie qui vous a été consacrée. Dans la biographie qui m'a été consacrée, que j'ai eu des engagements antérieurs. Alors, par rapport à ces engagements-là, est-ce qu'il y a des événements que vous regrettez, par exemple, l'épisode MCA? Non, c'est pas un regret du tout. Si c'était à refaire, vous l'aurez refait exactement pareil? Si c'était à refaire, je l'aurais refait avec le même engagement, avec le même amour pour le Togo, mais avec la maturité que j'ai aujourd'hui, peut-être autrement, dans la méthode. Dans la méthode, j'aurais dû faire les choses autrement. Parce que je n'avais pas tous les éléments d'appréciation à l'époque. On avait fait les choses au vu et au su, alors que nous avions à nos trousses les services de renseignement, les forces de l'ordre, etc. J'aurais refait les choses autrement. Mais dans l'engagement, ce serait la même chose avec l'amour que j'ai pour que ce pays aille de l'avant, ce pays change. Mais dans la méthode, j'aurais été différent. Les partis sont en train de mourir, on le sait. Beaucoup de partis au Togo ne survivent pas à leurs fondateurs. Pourquoi avoir fait un parti? Oui, j'ai lu un livre que l'ancien secrétaire général du Parti communiste, Robert Hue, a sorti, dans lequel il dit que les partis vont mourir. Et ils ne le savent pas encore. Tout à fait. Bon, donc attendons cette échéance. Nous avons déjà lu dans le marxisme que l'État allait périr, l'État allait dépérir pour laisser la place à la société communiste. Eh bien, l'État est plus fort que jamais. L'État n'est jamais mort. Bon, maintenant, est-ce que les partis vont mourir? J'attends de voir. Mais nous pensons... On le voit dans les grandes démocraties. Les partis font leur crise aussi. Les partis sont en crise. Absolument. Les partis sont en crise. Le nombre d'adhérents est en baisse
continuelle. Oui, quand vous voyez aujourd'hui la France, les lignes idéologiques, la gauche et la droite, n'existent plus vraiment. On parle désormais du MPS. Absolument, absolument. Parce que la gauche pratique la politique de droite, la droite la politique de la gauche. Aujourd'hui, les extrêmes ont le vent en poupe. Tout à fait. Mais moi, je pense que le parti politique, il reste le seul cadre dans lequel on peut faire de la politique. C'est un bel, à mon avis, c'est un beau cadre dans lequel on peut faire de la politique. C'est vrai, comme vous l'avez souligné tantôt, que des gens sont arrivés à la politique, ou en tout cas sont devenus chefs d'État sans être passés par des partis politiques. L'exemple de Boni Yayi, qui n'avait pas de parti avant d'être élu président de la République du Bénin est là. Mais nous pensons que nous avons fait la préparation, nous nous sommes préparés pour faire de la politique, et le cadre idéal dans lequel nous pouvons le faire, c'est le parti politique. C'est pour ça que, bien que le milieu soit faisandé, bien que le parti aujourd'hui soit très impopulaire, même au Togo, nous avons fait le pas en créant un parti politique avec l'espoir que nous proposerons autre chose que ce que les autres partis ont proposé jusqu'à présent. L'originalité et l'intuition de votre livre, c'est d'avoir explicité à quel point le présent est un passé qui s'ignore. À quel point le passé continue par structurer notre présent, et le fait que beaucoup de gens vivent dans une certaine amnésie de ce passé. Oui, je suis entièrement. Est-ce que vous partagez cette analyse? Oui, je partage l'analyse, à savoir que normalement dans une société, disons que le présent n'est pas la suite forcément du passé. Le présent peut être en rupture avec le passé. Le présent peut être en rupture avec le passé. Et souvent, c'est lorsque le présent est en rupture avec le passé, tout en s'inspirant du passé, que l'on construit un meilleur avenir. Mais dans le cas du Togo, nous avons un passé qui continue à s'exprimer dans le présent, ou un passé qui s'ancre dans le présent. C'est d'ailleurs la thèse fondamentale de mon ouvrage, qui dit que au Togo, quand vous voyez un peu comment les partis fonctionnent, du culte pendant la période des indépendances, nous sommes venus à l'UFC qui a repris le flambeau du culte. Heureusement ou malheureusement, celui qui a repris le flambeau du culte en créant l'UFC, c'est le fils du président du culte. Donc, Sylvanus Olympio. Voilà, c'est le fils de Sylvanus Olympio, Gilchrist Olympio. Et celui qui reprend la succession de l'UFC, c'est également un héritier du nationalisme. Alors, courant politique, là. Voilà, quand vous prenez par exemple ce que j'appelle les progrès, à dissocier des progressistes. Alors, quelle est la nuance? La nuance, c'est que les progrès, c'est un courant politique qui, pendant les indépendances, voulait que le Togo reste encore dans l'accompagnement de la France, que le pays n'était pas mûr pour aller vers l'indépendance et que le pays devait rester encore dans l'accompagnement de la France. Ce qui est à dissocier du progressisme, le progressisme c'est la gauche, et le progressisme est pour le mouvement, le mouvement, contrairement au conservatisme, aux partis conservateurs qui sont pour la préservation de la civilisation judéo-chrétienne, alors que la gauche est pour le mouvement. Donc, le progressisme est différent des progrès, c'est ce que je veux dire. Donc le progrès, c'est d'abord le PTP et l'UCPN, deux partis qui incarnaient ça, qui étaient des créations de l'ancien colonisateur. Et donc, en fait, ces partis-là qui sont morts ont été... leur œuvre, leur idéal a été poursuivi par le RPT et puis ensuite par UNIR. Donc, c'est les deux courants qui s'affrontent jusqu'à présent. Pendant longtemps, le centre de gravité de l'opposition togolaise a été le courant nationaliste. Je crois que vous avez milité aussi pour ces idéaux et ces leaders pendant quelques décennies. Aujourd'hui, vous décidez de vous en prendre à cette philosophie politique-là. Est-ce que vous ne reniez pas vos idoles? Non, il n'y a pas de reniement du tout. Même s'il est vrai que
Sylvanus Olympio reste une personnalité politique togolaise. Parce que vous prenez grand soin de ne pas l'écorcher. J'ai lu dans votre livre, c'est l'impression que j'ai eue en vous lisant. Oui, on ne s'attaque pas aux mythes. Ça, je l'ai dit antérieurement. Les mythes, on ne peut pas s'attaquer à eux. C'est pas possible. On en parlera quand l'histoire commune. Parce que quand il faut vraiment réécrire, rééquilibrer l'histoire, je pense qu'il va falloir écorner un peu l'image du mythe. Mais bon. Pas le mythe lui-même, mais les actions du mythe. Naturellement. Peut-être. Bon, alors, donc voilà, je m'inspire de Sylvanus Olympio, de son courage, de sa bravoure, de son action politique, tout en prenant des distances 50 ans après des symboles. Parce qu'aujourd'hui, nous ne travaillons pas. Pour vous, le nationalisme n'est pas une idéologie, le nationalisme est condamné. Est une doctrine, le nationalisme est une doctrine, parce que pour moi, l'idéologie, c'est un enchevêtrement d'idées que l'on construit surtout dans l'idée de fasciner, dans l'idée de la fascination. Donc pour attirer des gens, c'est comme le communisme est une idéologie. Oui, mais le nationalisme pan-évé présente certaines de ses caractéristiques. Elle a eu un déploiement politique et un déploiement économique qui se traduit par un certain souverainisme monétaire qui d'ailleurs lui a valu son poste et la vie à Sylvanus Olympio. Oui, mais quand vous scrutez un peu le nationalisme pan-évé, vous constatez que ce n'est pas vraiment une déconstruction intellectuelle, c'est beaucoup plus une revendication. Ça reste assez implicite. C'est beaucoup plus une revendication. Ça n'a pas été suffisamment explicité, mais dans la pratique, on retrouve quelques indicateurs qui laissent présager que s'il y avait eu des penseurs du nationalisme, il y en a d'ailleurs, les Godwin Tété, les Kofi Folikpo, des gens qui ont réfléchi par rapport à tout ça. Il y a des gens qui se réclament, des intellectuels aujourd'hui qui s'en réclament. Oui. Ça reste un outil qui est mobilisable, et aussi qu'il y a des slogans, c'est la Bleu Day, il y a une histoire qui est attachée à tout cela, qui peut mobiliser, ça fait un mythe politique. Vous savez, dans la géographie politique de nos pays africains, il n'y a pas de distinction en général sur le plan idéologique, genre gauche-droite, comme dans les démocraties représentatives occidentales, où il y a en général 4 partis, c'est la gauche et la droite, et aux extrêmes, un extrême gauche, un extrême à droite aussi. Nous n'avons pas ce type de distinction-là. Votre parti a pour slogan, je crois, patriotisme, unité et panafricanisme. Tout à fait. Je pense que le patriotisme n'est pas trop loin aussi du nationalisme. Non, c'est deux choses différentes. Le nationalisme, vous voyez à peu près les perversions auxquelles le nationalisme donne lieu en France. Le nationalisme en France et dans certains autres pays Einstein dit que c'est une maladie infantile, c'est la rougeole de l'humanité. Ça débouche aujourd'hui sur le racisme avec le Front National. Oui, mais aujourd'hui, en Italie. Le nouvel avatar du nationalisme, c'est le souverainisme. C'est ça. C'est la démondialisation en Occident. Oui, je suis entièrement d'accord que c'est le souverainisme, mais les autres sentiments qui l'accompagnent, comme l'ostracisme, la haine de l'étranger, le racisme de certains partis comme le Front National, le Vlaams-Blok en Belgique, etc. Alors que le nationalisme en Afrique, c'était beaucoup plus que l'Afrique devienne c'est un souverainisme en fait. Voilà, c'est un souverainisme tout simplement. Alors, il n'y a pas les autres sentiments qui l'accompagnent. Alors, pour aller plus en profondeur, vous apportez, je pense, une réponse partisane à une question essentielle. C'est-à-dire que c'est la localisation du malaise, du moment de rupture dans l'histoire. C'est-à-dire du moment où la mentalité fugitive a sécrété quelque chose qui est resté en trauma historique. Voilà. Pour vous, c'est le 13 janvier 63, qui est ce jalon historique-là, qui est ce point d'ancrage à partir duquel tout a dérapé. Tout à fait. Mais on pourrait vous accuser d'anachronisme. Et pour mettre nos montres à la même heure, je voudrais que vous nous apportiez, je ne sais pas, une explication par rapport au fait que vous ayez fait l'impasse sur la période coloniale. Parce que pour moi, dans la période coloniale, on trouve aussi des événements traumatiques qui ont provoqué peut-être, qui pourraient étayer votre thèse ou la contredire.
Alors, d'abord, j'ai soulevé le fait que le 13 janvier 1963, où il y a eu le coup d'État qui a écarté du pouvoir les nationalistes et qui a débouché sur l'assassinat de Sylvanus Olympio, l'élément catalyseur, c'est-à-dire que c'est l'élément générateur du mal, ça je l'ai soulevé. Parce que figurez-vous que dans d'autres pays africains, comme le Bénin, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, il y a eu les mêmes courants. Il y a eu les nationalistes et les progrès. Mais la cristallisation que nous connaissons aujourd'hui n'a pas lieu dans ces autres pays-là, dans ces pays que je viens de citer. C'est peut-être l'absence de marqueurs idéologiques de gauche ou de droite. Non, c'est le fait que l'élément cristallisant, c'est le 13 janvier 1963, où il y a eu un coup d'État au cours duquel le premier président du Togo, le chef de file des nationalistes, a été assassiné. Et ça a fait que pendant tout le temps, les nationalistes ont été dans cette revendication de retour au pouvoir. De retour au pouvoir peut-être aussi pour élucider ce qui s'est passé au cours de cette année 1963. Et donc j'ai bien fait de monter en épingle le coup d'État de 63, dont j'ai fait le récit dans le livre, pour démontrer que ça a consacrer la cristallisation de ce face-à-face. Mais vous dites que j'ai fait l'impasse sur la période coloniale. Non, dans mon livre, quand vous lisez, ce que j'ai pu ressortir de cette période, c'est qu'il y a eu... Vous ne tirez pas d'événements marqueurs de cette période? J'ai dit tout simplement qu'au cours de cette période, l'affrontement entre les deux courants a pris naissance, a commencé. Je ne suis pas allé dans les détails. C'est vrai que cette période a connu des dérives, a connu des problèmes, mais j'ai tout simplement relevé de cette période que l'affrontement entre les nationalistes et les progrès a déjà commencé. C'est cette logique binaire là qui dérive très facilement dans du manichéisme. C'est ça le problème. C'est-à-dire, vous renvoyez nationalistes et progressistes ou progrès, selon votre terminologie, dos à dos. C'est-à-dire vous tissez un signe d'équivalence entre le CUT, l'UFC et l'ANC. Mais est-ce que vous pourrez en faire autant du PTP et du RPT par exemple, et unir? Tout à fait. Je peux le faire quand je prends ce que j'appelle le courant des progrès. Le courant des progrès a commencé avec le PTP. Il y avait deux partis, l'UCPN. Mais pour moi, moins l'UCPN, parce que le PTP a été le parti togolais du progrès, donc créé par le colonisateur. Et donc, en 1956, la République autonome du Togo, qui a été une forme assouplie de l'indépendance, a été créée par la France pendant qu'il y avait des revendications en faveur de l'indépendance. Donc la France a trouvé cette formule-là pour apaiser les partis nationalistes. Et la République autonome du Togo a été créée le 30 août 1956. Et quand Eyadema est revenu au pouvoir, ou en tout cas quand il est venu au pouvoir après un second coup d'État en 1967, 2 ans après, il a créé le Rassemblement du peuple togolais. Le Rassemblement du peuple togolais a été créé le 30 août 1969. Vous pensez que c'est un hasard de calendrier si Gnassingbé Eyadema a choisi le 30 août pour créer le Rassemblement du peuple togolais? Je pense qu'il voulait dire à l'ancien colonisateur que j'ai choisi cette date pour que vous compreniez que mon parti s'inscrit dans la suite des progrès. La difficulté qu'il y a à vous suivre dans ce raisonnement, c'est celle-ci. C'est-à-dire que la dichotomisation du système politique togolais en deux chapelles concurrentes, que sont les nationalistes et les progressistes au progrès, n'est pas soluble, par exemple, dans la césure nord-sud, ce que le professeur Pierre Adjeté appelle les deux solitudes togolaises, ou ce que d'autres penseurs appellent plus trivialement, plus banalement, la division ethnique du Togo entre le nord et le sud. Je ne retrouve pas les accointances entre le PTP. Le PTP est un parti de sudistes en majorité à l'époque. C'est ça la difficulté, vous comprenez un peu? Non, il n'y a pas de difficulté lorsque je dis que le RPT est la continuation des progrès. Alors, parce que sur le plan... Les progrès, c'est deux partis politiques en réalité, le PTP et l'UCPN.
D'abord, le PTP, parce que le PTP dit que le Togo doit rester dans l'accompagnement de la France. Le Togo ne peut pas faire une cassure avec la France. Entre le CUT et le PTP, il n'y a que... C'est une question de rythme, en fait. Le CUT, à l'époque, voulait l'indépendance immédiate, alors que le PTP voulait l'indépendance progressive. Je pense que la dichotomie, la dialectique, oppose plutôt le camp nationaliste à l'UCPN, parce que l'UCPN est assis aussi sur une doctrine politique, au courant politique. Vous l'appelez, vous refusez idéologie, mais ce que le professeur Komi Toulabor appelle l'idéologie de la revanche des nordistes contre les sudistes. Une idéologie, il faut le noter, qui a été insinuée dans leur tête par la colonisation et le colon français. Oui, je ne nie pas le fait que quand, à partir de 1967, Gnassingbé Eyadema va arriver au pouvoir, d'abord il va s'inscrire dans la suite des progrès, avec la question de la date que je viens de soulever, parce que l'idéologie, ou en tout cas la doctrine des progrès, voudrait dire simplement que... parce que la doctrine de progrès a été battue en brèche dès le moment où l'indépendance a été accordée au Togo. L'indépendance a été accordée, mais on peut être indépendant, mais gouverner avec l'accompagnement de la France. Parce que le PTP dit l'indépendant peut-être plus tard ou jamais, mais restons dans l'accompagnement de la France. Et quand vous analysez le régime de Gnassingbé Eyadema, c'est un régime qui est resté tout le temps dans l'accompagnement de la France. Alors, on ne va pas trop refaire l'histoire ou s'égarer dans... Quand vous lisez mon livre, vous constatez que j'ai également ressorti le fait ethnique, l'ethnocentrisme, oui, vous l'avez abordé. L'ethnocentrisme du régime, je l'ai abordé. Et ça, ça a commencé avec l'UCPN. C'est quand le colonisateur s'est aperçu que, eh bien, pour bien régenter le pays, il faudra le diviser. Parce que déjà, quand on voit l'idéologie... Ça, c'est la doctrine classique des colonisateurs. Tout à fait. Voilà, diviser pour mieux régner. Pour régner. Alors, Fulbert Atisso, pour vous résumer, je vous ai lu très précisément. Vous dites le nationalisme, je schématise, est frappé d'obsolescence politique. Tout à fait. C'est-à-dire que c'est une obsolescence même temporelle. C'est le temps qui a eu raison de cette idéologie, qui est disqualifiée, renvoyée dans les poubelles de l'histoire. Oui. Donc, normalement, les nationalistes qui constituent le principal noyau de l'opposition sont, à vos yeux, un tigre en papier. Un tigre de papier, pardon. À vos yeux, aucun parti politique ne trouve de grâce. Le CST, coalition éphémère entre l'ANC et d'autres partis, OBU et PSR, etc., a volé un éclat. Mais vous dites du CST, vous traitez le CST de perversion, de pervertir. Vous accusez le CST de pervertir l'opposition togolaise, d'avoir perverti. Et la coalition Arc-en-Ciel, qui est l'autre coalition, un noyau de partis autour du CAR, Comité d'action pour le renouveau de Dodji Apevon, l'union des inconstants. Est-ce qu'avec de tels mots, vous pensez que vous allez pouvoir refonder l'opposition, vous allez pouvoir réaliser les états généraux avec des gens que vous venez d'insulter, si je peux? Non, je n'ai pas insulté des gens. J'ai fait des analyses. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle certains m'ont dit, d'ailleurs vous-même vous l'avez dit, qu'il y a un côté partisan, il y a un côté parti pris. Évidemment, c'est moi qui écris. Voilà, vous êtes un acteur politique, vous avez le droit d'avoir votre interprétation de l'histoire. Alors, je dis que le nationalisme en tant que doctrine est en voie d'extinction depuis l'accord RPT-UFC. Et puis j'estime qu'aujourd'hui, quand vous interrogez les Togolais ne se battent pas pour que le Togo redevienne indépendant ou que le Togo se réapproprie la blodée, comme on le dit, parce que c'est le slogan favori des nationalistes. Le Togo se bat pour qu'il y ait plus de démocratie, du pain, de liberté, etc. Donc pour moi, cette doctrine des nationalistes a fait son temps. Elle a montré ses mérites et elle a montré également ses limites. Deuxième chose, je pense que sur les dernières périodes, il y a eu des regroupements, partis politiques, société civile, qui ont plus divisé l'opposition
qu'ils ne l'ont fait avancer. Alors je prends le CST par exemple, où je dis qu'à cette époque, il y a eu beaucoup de perversions. C'est vrai que j'ai eu la dent dure à l'endroit du CST et même à l'endroit de la coalition Arc-en-Ciel. D'accord. Je vais vous poser une dernière question qui sera une question un peu fourre-tout, parce que voilà, le temps qui nous est imparti est presque épuisé. Vous parlez dans votre livre de propositions. Vous avez énoncé 4 piliers pour proposer une alternative politique durable, mais vous proposez une thérapie par l'histoire, une réappropriation d'une histoire entre les nationalistes et le camp du progrès, autour de gloire et des échecs partagés, et dans une volonté de reconstruire ensemble un même avenir. Je disais que vous avez un accent un peu renan. Et vous appelez aussi à l'éducation et à la formation des jeunes pour que cette histoire-là imprègne la société et démine les rancœurs, les traumatismes historiques. En quelques mots, est-ce que vous pensez que ce ne sont pas là de vieilles recettes qui ont déjà fait preuve de leur inefficacité? Non, il n'y a pas de vieilles recettes. Ce ne sont pas de vieilles recettes, j'allais dire. D'abord, je dis que la solution réside dans l'extirpation de la politique de ce face-à-face. Il faut sortir la politique de ce face-à-face, première chose. Deuxième chose, il faut refonder l'opposition si on veut que l'opposition réussisse un jour à prendre le pouvoir, à réaliser l'alternance. Donc il faut refonder l'opposition. Et j'ai énuméré des comportements que l'opposition doit adopter si elle veut aller vers une refondation. Et puis ensuite, j'ai dit qu'il faut refaire une histoire commune pour tous les Togolais. Il n'y a pas une histoire pour les nationalistes et une histoire pour les progrès. Allons vers une histoire commune pour constituer, comme l'a dit Ernest Renan, un peuple et une nation. Alors, c'est sur les mots de Ernest Renan que cette émission s'achève. Je vous rappelle que nous étions avec Fulbert Atisso, ancien journaliste devenu homme politique. Il est le patron du parti politique Le Togo Autrement. Merci à vous qui nous avez suivis. C'est la fin de ce numéro de décryptage.